Le chef de l'État l'a expliqué qu'on ne peut pas célébrer les décès comme cela. C'est pour cela qu'il ne faut plus de communiquer. Et pourtant, si vous lisez, vous suivez les informations, il y a toujours des informations qui circulent sur ce qui se passe dans le Pendjal. Des informations officieuses. Officieuses, qui donnent lieu à des spéculations. Oui, qui peuvent donner lieu à des spéculations. Mais nous savons que ça se passe. C'est un choix peut-être, mais nous souhaitons que ça se dise. Mais c'est un choix de la majorité et du gouvernement, surtout du gouvernement, de le faire. Pourquoi ils ont fait ce choix, je ne saurais le dire. Pourquoi? Peut-être que ça a commencé par heurter la conscience des gens. Ça a commencé par... Je ne sais pas ce que je vais dire. Oui. Mais n'oubliez pas que lorsque on vous annonce le décès de quelqu'un, bien de votre proche, vous commencez d'abord par vous tenir la tête. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Ils ne l'ont jamais expliqué. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'opposition devrait faire dans cette affaire et qu'elle ne fait pas? Qu'est-ce que l'opposition devrait faire? Il faut qu'on pose le problème, puisqu'il a parlé du cadre. Il y a un cadre dans lequel on discute. L'opposition doit faire des propositions aussi. Nous avons aujourd'hui, dans nos partis, les gens qui comprennent bien la sécurité de l'État. Quel est le programme de la sécurité de l'État face à ce phénomène? Il faudra que le gouvernement le dise pour que nous puissions apporter notre contribution. Nous ne pouvons pas inventer. C'est ça le vrai problème. Nous ne pouvons pas inventer. Donc le gouvernement a le devoir de nous en parler. Je sais que le ministre de la Sécurité est venu nous en parler, mais il n'a jamais été dans les détails. Parce qu'il lui dit c'est une affaire d'information. Mais est-ce que les informations sont mises sur la place publique? L'autre camp se prépare en conséquence. Je suis sûr et certain peut-être que c'est pour cela qu'il y a des choses qui ne circulent pas. Vous voyez au Burkina où c'est plus dur, nous lisons seulement des fois le communiqué du gouvernement, mais on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain réellement. Donc c'est une nébuleuse aujourd'hui. Ces groupes qui font ces attaques, mais tout gouvernement a le devoir de protéger son peuple. C'est pourquoi je disais quel est le message que le chef de l'État ou bien le gouvernement veut nous envoyer par ce défilé militaire et paramilitaire. Voilà un peu. Maintenant, il a parlé de la radicalisation des jeunes. Dans tous les pays au monde, les jeunes commencent par se radicaliser lorsqu'ils sont en face du néant. Ils se disent, mais si je peux aller ici, je peux trouver à manger. C'est tout le problème. Ce qui se passe dans le Nord, ce n'est pas du djihadisme, c'est du terrorisme, plus des gens qui veulent occuper une surface pour continuer leurs affaires. Si vous vous souvenez, dans le désert sahélien, il y avait eu déjà ces problèmes. Il y avait même des pistes qui recevaient des avions remplis de drogue qui sont distribués. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas devenue le terreau de la drogue. Le terreau de la drogue, non. Tout cela est venu de là. Donc quand ils arrivent à s'installer, bon, ils se protègent eux aussi en attaquant les autres. Mais ils ne voulaient pas attaquer les gens en restant avec eux. Parce qu'ils savent qu'il y aura des informations qui vont circuler. Donc ces attaques qui viennent sont faites par des gens qui sont peut-être en désespoir de cause. Il faut le trouver. C'est pourquoi il parlait de résilience dans certains coins pour pouvoir permettre aux gens de subvenir à leurs besoins. Le chef de l'État, dans son entretien, a parlé de crise de Covid 2019. C'est vrai. Et il a parlé même de choc. Il a utilisé un mot de choc. Il y a eu deux chocs simultanés, Covid et puis la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens, et surtout nous tous, on ne savait pas que les pays de l'Est nous fournissaient beaucoup de choses. On parlait plus de la Chine, mais nous avons été surpris que le blé, tout ça là, venait de ces coins. Et du pétrole même venait de ces coins. Donc c'était un choc auquel on n'était pas préparé. Mais ça a déstabilisé toutes les économies. Même les grandes économies ont été déstabilisées. C'est pourquoi le président Macron parlait de guerre à l'époque. Lorsque les choses ont commencé, il a parlé de guerre. Covid, c'est une guerre. Et puis la guerre qui est pendante maintenant à leur nez dans l'Europe. Enfin, le chef de l'État a parlé
d'élections. Nous irons aux élections bientôt. Moi, là, je doute un peu parce que aujourd'hui, il n'y a plus de violence en tant que telle. C'est vrai. Mais la violence, personne ne sait quand est-ce qu'elles vont arriver. Hein. Personne ne sait. Il suffit seulement d'une petite étincelle pour que la violence commence. En 2017, personne n'attendait à une violence dans ce pays-là. Mais ça a commencé. Ça a commencé. Et si on disait à Omar El-Béchir que c'est après l'augmentation du prix du pain que ça a dégénéré, et ça dégénère jusqu'à aujourd'hui, il n'y croyait pas. Si on disait aux Tunisiens Ben Ali que ce monsieur, quand la police a arrêté et qui s'est immolé, qui s'est donné la mort, ça allait dégénérer, personne. Donc, la violence, personne ne sait. Mais faisons en sorte que les élections ne soient pas des synonymes de violence. Et qu'on discute et que le perdant aussi salue le gagnant. Dans une affaire de transparence totale. Totale. Oui, tous les problèmes viennent de ça. Voilà, on va laisser les élections, on va y revenir. Oui. Alors, je voudrais voir, est-ce qu'il y a d'autres messages que le chef de l'État a envoyés et auxquels vous avez été sensible dans l'entretien? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été... Moi, j'ai suivi le chef de l'État. Quels sont les sujets que vous auriez aimé voir le chef de l'État aborder? Non, vous savez, je suis un homme, d'abord, j'ai été syndicaliste, on n'est jamais satisfait de tout ce que l'employeur fait. Non. Mais on peut se dire, on est arrivé à ce point. L'employabilité des jeunes, l'emploi des jeunes et l'employabilité même des jeunes. Aujourd'hui, ça devient un problème sérieux. Et on doit le dire que les curricula de l'enseignement aujourd'hui ne répondent plus au marché du travail. Moi, j'ai une cousine à Lomé qui travaille sur son ordinateur avec son employeur qui est en Inde et qui est payé. Donc, les choses commencent par changer. Nous ne sommes plus dans un truc comme ça c'était il y a de cela 50 ans. Les choses évoluent. Maintenant, il faut adapter nos formations au marché du travail. L'université de Lomé et de Kara doivent s'adapter. Les écoles supérieures doivent s'adapter aux réalités du marché du travail aujourd'hui. Et tout le monde sait que si vous manquez de trucs techniques aujourd'hui, de la technologie de pointe aujourd'hui, vous ne répondez plus au marché du travail. Et il y a de cela quelques années, on recrutait le standardiste, on recrutait le dactylo, on recrutait le secrétariat de direction, tout ça là, on recrutait même le comptable. Mais aujourd'hui, on recrute le secrétaire comptable. Et qui joue le rôle de standardiste automatiquement. Il prend les appels, il distribue les appels, il répond. Et voilà comme ça que le marché du travail se rétrécit et que le marché du travail demande une... Il faut être pluridisciplinaire. Il faut être pluridisciplinaire. Ensuite, il faut être bilingue. Je suis très heureux de constater que le ministre Kokoroko vient d'instituer le bilinguisme au Togo. Parce que le monde aujourd'hui, à 80%, ne parle qu'anglais. Tout se fait en anglais. Dans les grandes réunions, on parle d'abord anglais avant de parler français. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. On était à une réunion au FMI. Il y avait un Français, j'ai oublié, Michel Candessu, qui était le directeur du FMI. Toute la délégation est francophone. Mais Candessu, français, a fait venir des interprètes et tout a été fait en anglais. Il y a des Français qui étaient sortis de la salle parce que c'est un choc pour eux. Moi, à la fin, je leur ai dit, mais votre langue, peu la parle aujourd'hui, même chez vous. Beaucoup parlent anglais, ils se parlent anglais entre eux. Quand vous arrivez à votre aéroport Charles de Gaulle, la première phrase, c'est en anglais. La seconde, c'est en espagnol. Et c'est la troisième qui vient en français. Alors, si vous-même vous faites de la promotion de ces langues, pourquoi vous vous étonnez ici alors? Pourquoi vous vous étonnez ici? Donc, aujourd'hui, le gouvernement doit savoir. Ce ne serait pas facile, ça je le sais, que le marché du travail ne répond que
de la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Quand vous n'avez pas cette technologie, on ne vous prend pas. C'est ça. Bien, plusieurs autres acteurs politiques et religieux ont également pris la parole à l'occasion de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Il y a donc notamment la conférence des évêques du Togo qui s'est aussi adressée au peuple togolais. Voici un extrait de leur intervention. Peut-on bâtir la nation togolaise sans la reconnaissance de la diversité sociologique, ethnique, religieuse, politique, etc. Pourquoi la reconnaissance de la diversité comme source de richesse a-t-elle du mal à prendre corps dans notre pays? Y a-t-il indépendance sans la sécurité sur nos propres terres? Y a-t-il indépendance sans développement qui nous permet de nous affranchir de la tutelle économique des autres et valoriser nos richesses, nos savoirs et nos compétences? Y a-t-il indépendance sans la sécurité sur nos propres terres? Y a-t-il indépendance sans la justice sociale qui permet à chacun d'aspirer légitimement au bonheur? Y a-t-il indépendance sans civisme et engagement de tous à bâtir une nation forte et prospère? Y a-t-il indépendance sans enracinement d'un véritable état de droit démocratique? Parce que l'indépendance, la vraie, implique l'engagement de chacun, elle se révèle comme un combat permanent. Mais combat contre quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Saint Paul nous invite à nous purifier du vieux levain qui nous empêche de construire la nation. Et quand nous regardons notre pays, ce que nous identifions comme vieux levain est essentiellement de deux ordres, la division et le pouvoir. La division. Pouvons-nous construire une nation quand la division est érigée comme mode d'être? Voilà donc les questions que les évêques du Togo se sont posées à l'occasion du 113e anniversaire de l'indépendance du Togo. Peut-on célébrer l'indépendance sans une conscience nationale? Faisons-nous vraiment une nation? Y a-t-il indépendance sans développement qui nous permet de nous affranchir de la tutelle économique des autres et valoriser nos richesses, nos savoirs et nos compétences? Y a-t-il indépendance sans la sécurité sur nos propres terres? Y a-t-il indépendance sans la justice sociale qui permet à chacun d'aspirer légitimement au bonheur? Y a-t-il indépendance sans enracinement d'un véritable état de droit démocratique? Monsieur Dela Agbo, oui. Je vous rappelle qu'en 91, il y avait un parti qui a été baptisé Différence Positive. C'était une association. Ce n'est pas un parti, mais c'était une association avec Kétéouli. Oui. Mais ce problème existe depuis des années. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette diversité? Qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, quand on fait une analyse profonde du Togo, on se rend compte qu'on est plus divisé qu'avant. On est plus divisé qu'avant. Même dans nos propres milieux, on est plus divisé. Est-ce que ça peut permettre un développement harmonieux du pays? Je n'en suis pas sûr. Ce n'est pas seulement fait pour le Togo. J'ai sillonné un peu le monde, je sais ce que ça donne. Mais les gens arrivent à transcender et faire en sorte que le pays soit commun à tous. Il y avait un slogan des Togolais à part entière, les Togolais entièrement à part. C'était des slogans qui existaient dans notre pays avant. Est-ce que nous allons continuer à vivre cet état de choses comme les évêques le disent? Ils ont touché de doigt le mal profond du Togo. Le mal profond du Togo. Est-ce que les efforts que les uns font permettent à ce que les autres se réjouissent? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Parce qu'il y a ce clivage d'idées qui fait que tout ce que l'autre fait sans moi ne me concerne pas. Et nous alimentons encore davantage cela.
Ils ont dit quelque chose, que ça doit être un engagement de chacun d'entre nous. Après tout, nous sommes Togolais. Et là, je vais faire une confidence. J'ai fait mon lycée à Dapaon. Mais arrivé à Dapaon, je me suis retrouvé chez moi parce que c'était la première fois que j'allais au nord. J'arrive à Dapaon un matin avec un cousin et j'entends parler le Mina dans la rue. On a abordé ces jeunes et on découvre que c'est déjà dans l'Europe qui étaient là-bas. On arrive au lycée, on découvre des amis avec qui on a fréquenté quelque part. J'ai fait 10 ans à Kara. Je connais bien ce milieu. Donc, j'ai une autre idée de ce pays. Mais ceux qui n'ont jamais fait cette histoire-là, qui ont seulement vécu à Lomé, ne comprennent pas. Non, ça, il faut avoir le courage de le dire. Ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Donc, dans cette diversité ethnique, il y en a 42 aujourd'hui au Togo. Je ne peux pas dire que je suis élevé. Je suis minant. Mais cela ne m'empêche pas de discuter avec un éveil pour voir comment est-ce que nous allons évoluer. C'est ça la réalité. Donc, les points que les évêques ont touchés, j'ai lu le message. Mais quand je l'ai encore écouté avec un ton pesant, c'est ça la réalité. C'est un ton, celui qui a lui, je ne le connais pas. Secrétaire, c'est monsieur, Monseigneur, j'ai oublié son nom. C'est un ton pesant qui nous demande de réfléchir, qui nous demande de nous surpasser, qui nous demande de savoir que nous sommes dans un pays qui nous appartient à nous tous. Parce qu'il dit quelque part, il parle de la justice sociale. Oui. Y a-t-il l'indépendance sans la justice sociale qui permet à tous d'aspirer légitimement au bonheur? Oui, la justice sociale. C'est de ça que moi je parle régulièrement. D'ailleurs, la CPP est basée sur la justice sociale. Nous sommes un parti de justice sociale. C'est pour cela que lorsque nous nous retrouvons en tant que parti politique, il y a toujours la majorité et il y a toujours les opposants. Ça, c'est clair dans tous les pays au monde. C'est comme ça que la démocratie est née. Est-ce que réellement cette démocratie, qui fait plus de 300 ans peut-être, et que nous pratiquons à peine 30 ans, 40 ans, cette démocratie n'est-elle pas dépassée en voyant ce qui se passe dans les grandes démocraties? Aux États-Unis, la dernière élection, vous avez vu la réaction de Trump. En France aujourd'hui, comment Macron est complètement bouleversé par une majorité qui s'est dégagée, qui le pousse à bout et qui va jusqu'à dire qu'il ne va jamais démissionner. Non, nous sommes à la fin, à la crise même de la démocratie dans le monde. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir? L'Africain vit toujours en communauté. Quand je suis d'ici, dès que je dis je suis d'ici, tous ceux qui sont de là se retrouvent en moi d'abord, avant de parler d'autre chose. Est-ce que nous ne pouvons pas dépasser cet état de choses? J'ai été au Rwanda après les événements de 1994. J'ai discuté avec les gens. Je me rends compte que c'est un problème qui est ici depuis des années chez eux et qui était cyclique. Des Rwandais ont travaillé avec moi à Lomé ici. Ils étaient surpris. Lorsque ce dernier est arrivé à Lomé en 1996 et qu'il a vu les militaires en pleine rue, il commençait pas à trembler. Parce qu'il sait comment ça se passe chez eux. Donc, il faudra à un moment donné que nous puissions nous dire que ce pays ne peut être prospère que si nous travaillons la main dans la main. Tout en nous respectant les uns les autres. Tout en nous disant que nous devons arriver à mettre en place un pays, à laisser un pays qui puisse permettre à la génération future de vivre aussi sa vie. Le pays ne va pas s'arrêter avec nous. Donc, quand nous prenons les évêques aujourd'hui, avec un ton aussi pesant, expressif, qui disent ça, ça doit faire un travail dans nos têtes, en tant que responsable politique, responsable d'association, pour nous dire, ne faut-il pas à un moment donné arrêter, réfléchir ensemble et aller de l'avant. Voilà. Eh bien, le compte à rebours des futures élections semble avoir été lancé cette semaine. La dynamique pour la majorité du peuple DMP était au marché pour sensibiliser les commerçantes et commerçants sur l'importance pour eux de se faire enregistrer sur les listes électorales. Déjà le week-end dernier, la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement avait aussi organisé un meeting dont le principal sujet était les futures élections. Des élections qui sont également un sujet de préoccupation pour le président Dadi
l'Alliance pour un développement, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, Aimé Gogué. Des précisions avec Hervé Essé. Démarrage ce samedi 29 avril du recensement électoral sur toute l'étendue du territoire national. Pour un recensement réussi, les états-majors des différents partis politiques, les regroupements de partis politiques mobilisent leurs militants pour aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est le cas de la dynamique pour la majorité du peuple qui a démarré mercredi à Lomé des séances de sensibilisation à l'endroit des populations sur le recensement électoral. Madame Brigitte Kafia-Diamago-Johnson, secrétaire générale de la DMP. Nous avons pensé qu'il est indispensable de donner l'information aux populations sur le recensement électoral. Nous avions l'impression que l'information ne circule pas, que les Togolais ne sont pas informés. On ne fait pas ce qu'on doit faire pour donner l'information, comme si on voulait limiter le nombre d'inscrits. Et ce n'est pas normal. Donc nous avons pris sur nous de discuter avec nos sœurs dans les marchés pour leur expliquer les enjeux du recensement général. Bien avant la DMP, les responsables de la jeunesse, de l'ANC, de la Fédération du 3e arrondissement étaient allés le week-end dernier au contact des populations. C'était à travers un meeting d'information, de sensibilisation et de remobilisation des troupes pour les élections régionales et législatives à venir. Jean Eclou, président de la JNC. Il est normal pour nous de réveiller ces gens-là, de leur expliquer le bien fondé de ce qu'est le recensement électoral. Donc le message c'est ça. D'abord, c'est quoi le recensement électoral? À quoi sert le recensement électoral? Quelle est l'importance d'avoir une carte électorale? N'étant pas du reste, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral a dit du professeur Aimé Gogué invite également la population à prendre part massivement au processus électoral, notamment au recensement électoral. Le problème pour aller aux élections, il faut des conditions de transparence. Évidemment, nous allons continuer toujours pas faire pression, pas demander à ce que ces règles soient appliquées. C'est ni le processus de vote, le comportement des agents de sécurité lors des élections, le comportement des autorités locales et traditionnelles lors des élections, le transport des urnes, le calcul des résultats, la proclamation, bien la divulgation des résultats de bureau de vote par bureau de vote, etc., etc. Mais comme vous le savez très bien, au Togo, ce n'est pas les textes qui font défaut, c'est l'application. Eh bien, d'abord, première question, la sensibilisation sur le recensement électoral. Il y a certains leaders de partis politiques qui déplorent qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez entrepris à votre niveau, à la CPP, de sensibiliser vos militants, les mobiliser pour ce recensement électoral? Bien sûr, si vous suivez un peu les plateformes, nous avons envoyé des messages sur des plateformes pour appeler les gens. Dès que les gens allaient se faire enrôler d'abord. Deuxième chose, dès que je quitte cette émission, je me rends à Anéro parce que moi, je vote toujours chez moi à Anéro pour aller renouveler ma carte d'électeur. Mais revenons un peu en arrière. Tout homme politique doit savoir qu'en 2023, il doit y avoir des élections. Et en 2018, en 2018-2019, nous avons demandé aux gens de ne pas aller se faire recenser. C'était une erreur grave. C'était une erreur très grave. Je ne crois pas que c'est seulement à 6 mois des élections que ce problème doit être posé à la population. Ça doit être un problème permanent. Un problème permanent. Nous avons une jeunesse qui s'en fout aujourd'hui. Quand on ne leur rabat pas les oreilles sur ces problèmes, ce n'est pas tellement leur souci. Leur souci, c'est d'avoir le premier emploi. C'est ça. Madame Adjamagbo dit quelque chose qu'il y a un manque de communication. C'est vrai. La CENI a une sous-commission qui s'appelle Commission de la communication. C'est la première fois que je n'ai pas vu des pancartes, je n'ai pas vu de trucs de la CENI appeler les gens. J'ai vu sur une plateforme ce matin, la CENI qui appelle les gens. Mais ça commence aujourd'hui. Oui. Ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cette sous-commission de la communication? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a un manque quelque part. Peut-être qu'ils vont se rattraper. Vous savez, M. Agbou, les échéances électorales, tout le monde les connaît. En 2020, il y a eu une élection présidentielle. Mais en 2019, il y avait une élection et des élections locales. En 2019 également, il y avait eu
des élections législatives. En 2018. En 2018. En 2018, il y avait des élections législatives. Nous tous, nous savions. La seule élection à laquelle on n'a jamais participé, les seules élections auxquelles on n'a jamais participé, c'est les élections régionales. C'est la première expérience. Je me souviens très bien que le 14 juillet 2020, un parti politique avait sorti un communiqué pour appeler les autres partis à se retrouver, de l'opposition bien sûr, à se retrouver pour commencer par réfléchir sur le futur. La CPP a soutenu ce parti, ce communiqué. C'était l'UDS Togo. C'était le 14 juillet. Le 15 juillet, notre bureau s'est réuni. On a réfléchi sur le communiqué. On a dit, bon, on va soutenir. Et j'ai fait des émissions également pour appeler. On ne s'est jamais réunis pour commencer par définir une vision, un programme pour le futur. Parce qu'on savait déjà en 2020 qu'en 2023, on aura des élections législatives. Est-ce que c'est facile de se retrouver, comme vous le dites, quand on connaît votre passé, les divisions, les querelles intestines, c'est pour cela que ce que les coalitions ont donné comme résultat? C'est pour cela que de là, il faut toujours commencer très tôt. Les divisions, on peut toujours les surmonter. Le 14 juillet 2020, si c'est que au moins 3, 4, 5 pays se sont retrouvés pour commencer par réfléchir sur les futures échéances électorales, je pense que les Togolais vont comprendre que, attention, c'était une grave erreur de ne pas aller aux élections en 2018. Pour des raisons, pour moi, qui ne tiennent pas la route. Bon. Deuxième élément, nous avons commencé la concertation. Au moins, il y a 3 partis qui se sont retrouvés. Je n'étais pas dans les 3 partis, mais j'étais très associé à toutes les discussions. Brutalement, ça s'éclate encore. Mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, qu'il y ait des appels aux alliances, il y a des appels ceci. Je suis surpris. Pour quel motif au juste? Pour quelle raison au juste? Donc, pour les élections, je pense que de 2023, qui vont se passer, si on veut respecter le calendrier électoral, le 8 décembre prochain, nous devons avoir des élections législatives. Pour les régionales, on ne sait pas. Bon. Donc, je pense qu'il y a du chemin à faire. Malheureusement, il y a des partis qui lancent des appels, mais qui sélectionnent les partis également. Qui traitent certains partis de « Ah, ces partis-là ne sont pas de l'opposition ». Qui est de l'opposition, qui ne l'est pas? À partir du moment où vous n'êtes pas dans un gouvernement d'union nationale, ou bien dans un gouvernement d'un parti, vous êtes un parti de l'opposition. Ça peut être un parti modéré, comme ça peut être un parti radical. Mais tout le monde sait, vous savez, je parle aux auditeurs, je ne vais pas dire tu, vous savez que les Burkinabés... Mais on peut ne pas être au gouvernement, mais quand même soutenir le parti au pouvoir. Bon, ça c'est un accord que vous signez. À partir du moment où il n'y a pas d'accord, vous ne le soutenez pas. Vous pouvez partager certaines choses du gouvernement. Mais cela ne veut pas dire que vous le soutenez, non. Bien, nous allons observer une pause, on revient tout à l'heure sur le sujet. Pour les annonceurs, une pause pour les annonceurs. 20 mousseux brûlés. Ouais, si dia jijople raya a memeye wonye. 20 mousseux brûlés dia et penye blibola fiana gan la fils wo derola. Ouais, il va vendre wonye abe ale si miao ramienya me va vendre ene et no tso do plonge là et yaye ame fiana asi he glona ple ribe. 20 mousseux brûlés. Ouais, noa. Mina 20 mousseux brûlés na no mia domaine nom le mia pe jijogo dopo. 20 mousseux brûlés anabe mia raya ple jijo adabo adata afwa grrr. Wole dram la fille si a fille mi yo bla asie que vo eton bla asie que vo ene bla drevo ve et que ma mia que de 20 mousseux brûlés mou vo ejebe wa nuit de asinti. Aux institutions impliquées dans leur organisation, notamment la CENI justement, les CELI, la Cour constitutionnelle, etc. Je vous surprendrai en disant que tout dépend de l'organisation de l'opposition elle-même. La CENI est une structure qui est seulement à Lomé, mais le travail se fait sur le terrain, dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. C'est dans les bureaux de vote que tout se passe. Donc, c'est à nous de nous organiser pour avoir des gens capables dans les bureaux de vote et de suivre, suite aux dernières discussions à la CNAP,
il y a eu une bonne évolution. Il y a eu une très bonne évolution, c'est que vous êtes libre d'aller vérifier les résultats dans les bureaux de vote. Donc, si nous nous organisons et que nous avons des gens qui sont capables de comprendre l'enjeu et de vivre les faits dans les bureaux de vote, je crois que beaucoup de choses peuvent changer. Mais je tiens à vous signaler que est-ce que les partis politiques aujourd'hui sont dans cette posture? Je ne suis pas sûr. Pourquoi je le dis? Si les élections législatives doivent servir tout simplement à ce qu'on ait des députés, ou, oui, à ce qu'on ait des députés, et ces députés serviront peut-être à alimenter les caisses. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, les gens ne cotisent pas, les militants ne cotisent pas, mais c'est ces députés, c'est ces membres-là qui participent à la caisse financière de nos partis, si c'est seulement ça, ou bien à trouver des revenus aux militants qui n'ont pas d'emploi. Je ne crois pas que nous allons vraiment à des élections pour avoir une idée de développement et de changement du pays. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai déjà dit sur certaines antennes, que lorsqu'à la fin, on s'était mis d'accord pour la composition de la CENI, il y avait 7 qui sont revenus à l'opposition. 7 pour la majorité et 7 pour l'opposition. Donc, dans l'opposition, il y a 2 camps. L'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Donc, 4 pour l'opposition extra-parlementaire et 3 pour l'opposition. 4 pour l'opposition parlementaire et 3 pour l'opposition extra-parlementaire. Dans ce deal, dans cette discussion, il y avait un deal secret. Pour dire que nous aurons 56 cellules au lieu de 46 en tenant compte des mairies aujourd'hui. Et le gouvernement a respecté tout ça là. Donc maintenant on s'est dit, dans la redistribution, dans le dispatching qu'on fera des CELI, il faudra s'asseoir et voir comment faire en sorte que nous couvrions tous les coins. Pouf! Au moment de ce truc-là, il y a 2 partis qui n'ont pas réussi, qui se sont désolidarisés de ce deal. De ce deal. Est-ce que ce manque de confiance, ce manque de confiance peut nous amener à nous faire confiance nous-mêmes au moment des élections et aller chercher des gens tout juste dans les bureaux de vote pour remplir les bureaux de vote et qui ne sont pas vos militants et défendre le vote? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ayons le courage de le dire à ce peuple. Nous l'avons... Non, je sais qu'en politique, tout n'a jamais été clair. Mais, à un moment donné, revenons sur terre. Revenons sur terre et discutons entre nous pour dire, si je ne suis pas présent ici, pourquoi j'irai chercher cette cellule-là? Pourquoi j'irai chercher les CRC de cela? Comment je vais trouver les membres du bureau de vote? C'est ce qui se passe. Il y en a qui se tapent la poitrine pour dire que non, nous avons ceci. Mais les militants ne sont pas figés, il faut le savoir. Ils peuvent être avec vous aujourd'hui et demain aller ailleurs. C'est ça. Donc on n'a pas de militants figés dans aucun pays au monde. On est dans un terrain figé, mais on n'a pas de militants figés. C'est des gens qui épousent les circonstances et puis se déterminent par rapport à ça. Il ne faut pas que ça vous fasse rire de là. Donc, nous avons presque 10 000 bureaux de vote. Est-ce que nous pouvons couvrir sérieusement tous ces 10 000 bureaux de vote? Est-ce que s'il y avait au moins un esprit ouvert, on ne se tape pas la poitrine, est-ce qu'on n'aurait pas au moins trouvé une solution à ces petits problèmes? Moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que nous allons aux élections législatives toujours pour servir nos militants? Eh bien, nous allons avec un programme que nous pouvons défendre lors des débats à l'Assemblée nationale. C'est des questions. Donc, nous à la CPP, nous en discutons sérieusement. C'est pourquoi je vous parlais d'alliance électorale, mais pas une coalition, mais d'alliance électorale. Voilà, la DMP nouvellement créée, et l'a dit, demande par exemple la proclamation des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote, pour assurer l'inclusivité et la transparence des prochaines élections. Alors, qu'en dites-vous?
ce serait une bonne chose. Ça a été fait seulement en 1994. Le chef de l'État disait qu'on pourra encore s'entendre sur les conditions des élections à venir. C'est pour cela que les amis de la DMP, on les a rencontrés. Hein. Bon. On va se rencontrer dans quelques jours encore. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le problème réel, bureau de vote, pas bureau de vote, d'accord. Mais si votre représentant dans le bureau n'est pas capable de dire ce que vous dites ici, là, n'est pas vrai, ce n'est pas le résultat qui est sorti, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça le vrai problème. Nous ne formons pas nos militants à devenir de vrais militants. Donc c'est des sympathisants que nous choisissons au dernier moment pour aller. Par exemple, j'ai dit, M. Delagbo, bon, moi je voudrais avoir, tu peux me trouver 5, 6, 7, 8 de tes amis. Ils ne sont pas de mon parti. Non, c'est des sympathisants. C'est des sympathisants que vous choisissez. Est-ce qu'ils ont l'amour de ce qu'ils sont en train de faire? Toutes ces questions, c'est des questions auxquelles nous devons trouver des solutions très tôt. Et travailler, former les gens pour pouvoir dire, lorsque vous êtes dans un bureau de vote, c'est pour défendre d'abord le vote, non pas pour réfléchir à ce que vous allez prendre. C'est ça. À la suite de cet entretien, dans un instant, le temps de revivre les autres événements de l'actualité nationale retenue pour cette émission. La chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, était en visite à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, où elle s'est entretenue avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Un tête-à-tête pour renforcer les liens de coopération entre le Togo et l'institution européenne qui a annoncé une nouvelle contribution de 110 millions d'euros pour 2 initiatives Team Europe visant à stimuler l'agro-industrie, l'énergie et la connectivité au Togo, conformément au plan de développement du pays à l'horizon 2025. Un conseiller municipal de Golfe 5, en l'occurrence Jean Kissi, a démissionné de son poste de président de la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques des travaux et du patrimoine. Il entend ainsi protester contre ce qu'il appelle des manquements dans la gestion des affaires de la commune. Selon M. Kissi, en 4 ans d'exercice, aucun projet concret n'a été réalisé pour les populations. La mairie de Golfe 5 manque cruellement de moyens. La 2e édition du festival La Marmite FESMA a été lancée mercredi à Lomé. Pendant 12 jours, l'événement va permettre aux participants de démontrer la richesse de l'art culinaire, non seulement du Togo, mais aussi d'autres pays représentés à cette fête, des papilles gustatives, cuisine et ODD repensés à la culture, le partage et la consommation des aliments. Voilà le thème retenu pour cette édition. Enfin, la première édition de Togo Media Award a connu son apothéose samedi dernier avec le sacre des meilleurs organes de presse ainsi que les animateurs au rang desquels se trouve Joachim Abeti de Victoire FM, auréolé du prix de meilleur journaliste de l'année. Je m'y attendais le moins parce que lors du voting, je ne m'étais pas très focalisé sur le truc, mais les éditeurs qui nous écoutent ici et là ont placé leur confiance en nous et ils ont trouvé quand même que le travail que nous faisons, c'est un travail fort appréciable et ils l'ont manifesté à travers le voting. Alors je leur dis un sincère merci. Je dis également merci à ceux qui sont les initiateurs de ce programme parce que nous sommes les faiseurs des stars, les faiseurs des grands, ceux-là qui sont élevés en qui deviennent des célébrités, mais nous-mêmes nous sommes toujours sous éteignoir. Et si aujourd'hui ils ont eu l'ingénieuse idée de pouvoir commencer par sortir les journalistes de l'ombre à la lumière, je trouve l'initiative très louable et donc c'est quelque chose à encourager. Togo Media Award a pour objectif d'honorer les médias et leurs acteurs et de les encourager à être des acteurs de paix ainsi que des promoteurs de valeurs citoyennes. Bien, l'information s'est répandue comme une traînée de poudre. L'ancien député et actuel conseiller municipal à la commune Golfe 5, Jean Kissi, a démissionné de son poste de président de la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques des travaux et du patrimoine. Et dans une lettre qu'il aurait adressée au maire Kossi Aboka, ce cadre du parti, le comité d'action pour le renouveau, s'offusquerait notamment du manque de moyens pour leur mission. Alors, comment trouvez-vous le fonctionnement des communes actuellement au Togo et comprenez-vous cette démission de Jean Kissi? D'abord, le fonctionnement des communes. C'est une nouvelle expérience après tant d'années de délégation spéciale. Oui. On savait qu'il y aurait des problèmes. Nous en avons discuté tout récemment lorsqu'on a fait une évaluation sur la décentralisation au niveau du CPC. Je peux vous assurer que tous les partis politiques, aussi bien de la majorité et de l'opposition, ont reconnu qu'il y a un dysfonctionnement. Nous avons 117 mairies. Il y en a qui ne sont même pas à la hauteur
C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si on doit envoyer des gens, tout juste pour des revenus à l'Assemblée, alors attendons-nous encore longtemps pour le développement de ce pays. Mais si c'est des gens engagés, qui ont un programme, le parti a un programme, et que ce programme va être discuté. C'est pas parce qu'on n'est pas là, on n'est pas dans la majorité qu'on ne peut pas discuter du programme. Vous apportez votre contribution, et ça peut aussi contribuer à faire avancer les choses. Monsieur Jean Kissi, j'ai lu sur les plateformes et sa démission. Lui-même, je ne l'ai pas encore approché parce que je sais qu'ils sont entrés dans les préparatifs de leur 5e congrès, depuis le décès de Maître Agboibo. Et comme ils ont choisi comme thème agboiboïsme et le développement, quelque chose comme ça, Jacques ici, je ne l'ai pas pour qu'il me parle de vive voix. Parce que j'ai vu sur une plateforme également que Jacques ici était surpris que sa lettre de démission circule sur les réseaux sociaux parce qu'il l'a adressé au maire. Donc, je ne l'ai pas encore approché, mais moi, je n'ai pas été surpris quand il donne des motifs, qu'il n'y a pas de moyens, ceci. C'est normal, parce que c'est des nouvelles mairies. Hein. Moi, je ne les accuse pas, c'est des nouvelles mairies. Pour arriver au top, ce serait très difficile. Pourquoi? Parce que, les gens ne sont plus tellement prêts à payer tellement de taxes. Ils crient. Les gens ne sont plus tellement prêts à payer tellement d'impôts. On crie. Maintenant, trouver des moyens pour une commune, c'est devient alors difficile. L'État peut apporter sa contribution, mais qui serait toujours insuffisante pour les activités de chaque mairie. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Je vais le rencontrer après, parce que je serai à leur congrès. Je vais le rencontrer après pour discuter avec lui et savoir ce qui se passe réellement. Adrien Belki-Agoté, vous êtes connu comme un ancien leader syndicaliste, mais avant de vous faire un nom dans le syndicalisme, vous avez officié dans les médias togolais, notamment Radio Lomé. Alors le week-end dernier, Togo Media Awards a décerné des prix aux meilleurs organes de presse de la place ainsi qu'à ceux qui les animent. Alors quelle est votre appréciation sur cette initiative qui consiste à récompenser les médias et leurs animateurs? D'abord, une félicitation aux initiateurs, aux organisateurs de ce Togo Award. On doit les encourager. On doit encourager la jeunesse aujourd'hui dans ces initiatives-là. Ce que j'ai apprécié, c'est que ça permet à tous ceux qui aujourd'hui veulent embrasser ce métier d'être d'abord professionnels, performants, parce qu'il y a des concurrences aujourd'hui. En notre temps, il y avait une seule radio. Quand on quittait, ça commençait par venir. Donc aujourd'hui, il y en a au moins près de 200 radios au Togo. Il faudra une vraie concurrence. Mais cette concurrence doit se baser sur la professionnalisation des hommes de médias. Ensuite, faire en sorte que ce métier soit un outil d'épanouissement de ceux qui l'exercent. C'est pour cela que moi j'ai été très content, j'ai lu, j'ai vu tout ça là. Et Joachim, je ne l'ai pas appelé pour le féliciter pour le moment, mais c'est une initiative que j'ai beaucoup appréciée. Oui, mais apparemment les techniciens, notamment les techniciens comme ceux qui nous permettent à cette émission d'être suivis, les techniciens, notamment les preneurs de son, les caméramens, les réalisateurs, etc., sont oubliés dans l'organisation de ces événements, n'est-ce pas? Vous savez, c'est vrai que c'est la première édition, mais... Non, ça me rappelle une histoire quand on était encore à Radio Lomé. On voulait faire un statut particulier. Mais le débat a eu lieu tellement très chaud entre les journalistes, les techniciens, les animateurs, tout ça là. Et les gens disent, non, bon, vous n'êtes pas journaliste, c'est nous. C'est la même chose que je découvre encore aujourd'hui. Mais nous oublions que nous parlons, mais c'est des gens qui envoient le son. Oui. Et qui sont derrière la baie vitrée. Et qui sont complètement à la télévision. J'ai suivi à la télévision la fois passée les secrétaires qui préparent tout pour la télé. Ça, mais au moins, c'est pour les remercier eux aussi. Oui, donc voilà, nous oublions que avant de sortir, c'est une chaîne et que des gens travaillent dans l'ombre pour nous faire voir. Donc, c'est une première édition. Il peut y avoir des imperfections qui vont corriger à la prochaine édition. Voilà. Alors, la deuxième édition du festival La Marmite a démarré jeudi dernier à Lomé. Ce festival vous semble-t-il être une idée appétissante, une délicieuse initiative?
Je voudrais saluer cette initiative. Pourquoi je le dis? Nous sommes en train de perdre notre art culinaire dans beaucoup de pays africains et particulièrement au Togo. Nous utilisons des épices qui viennent d'ailleurs, alors que nous en avons ici. Si ce festival peut permettre à ce qu'on sache que nous avons tout chez nous, moi, je serai très content. Je disais tout récemment dans mon patois, donc pas dans mon patois, dans ma langue maternelle, que dans le temps, il n'y avait pas de Bouma d'ici. On parle de Bouma Nyanya. Oui. Bouma Nyanya, il n'y avait pas de poisson là-dedans. Mais ça avait un goût tellement. Est-ce que nos jeunes sœurs ont encore cette mère-là de nos grands-parents? Il faudra qu'on remette. J'ai été à une invitation faite par le maire de Lac 1, M. Alexis Sakereburu. Oui. Qui prend beaucoup d'initiatives. Qui prend beaucoup d'initiatives, c'est vrai. Et j'ai vu c'est seulement à Douai, à Zigokui, des plats, des choses que je n'ai plus jamais vues. Ça fait des années. Oui. Et je lui disais, mais il faut ramener tout ça là. Parce que nos jeunes, il faut aller dans les villages profonds pour trouver ces plats aujourd'hui. Oui. Non. Donc, c'est Jean-Paul qui est le président, bien l'organisateur. Jean-Paul Agbo, Jean-Paul Agbo, il faut le féliciter et l'encourager. Avec marraine, Madame Olivia de Souza. Oui. Voilà. Il faut l'encourager, il faut les encourager dans cette initiative. Que nos jeunes sœurs sachent que la cuisine n'est pas dans les supermarchés, mais c'est à la maison. Vous savez, les Européens, on croit qu'ils ne préparent pas. Ils préparent. Moi, j'ai un ami belge, tous les samedis, dimanches, il dit à sa femme, c'est moi qui vais préparer. Il prépare des plats locaux et on mange. Pourquoi pas ici? Nous voulons aller seulement dans les micro-ondes, tout ça. Oui, non. Quel est votre plat préféré? Moi? Oui. Tu sais, toutes mes soeurs, mes cousines disent que si on veut me tuer facilement, on veut m'empoisonner, et il y a un plat. Et bien c'est ici. Place à l'actualité internationale, le rappel de certains événements de la semaine avec Anani Vidjirakou. Au Bénin, le président Patrice Talon a réussi lundi Eric Rondeté, le leader du parti d'opposition, les démocrates, parti de l'ancien président Yayi Boni. Une première rencontre entre Talon et ses opposants au palais de la Marina, où Eric Rondeté a mis sur la table tous les sujets non encore réglés en matière de gouvernance démocratique. Un de ses plaidoyers concerne ses camarades condamnés ou en exil, entre autres Rekia Madjougou, Joël Evor et Sébastien Ajavon. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est adressé au Parlement réuni en congrès mardi. Un exercice solennel au cours duquel Ouattara a fait le point sur les actions menées par son gouvernement. Occasion pour lui d'annoncer aux parlementaires son projet de certaines réformes constitutionnelles en faveur de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alassane Ouattara. Une modification constitutionnelle. Ne n'ayez pas peur. Alors, les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. La crise au Soudan, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a annoncé lundi dans un communiqué que les 2 belligérants soudanais avaient accepté une trêve de 72 heures dans le pays. Et ceci de mardi à jeudi minuit. Il a fallu d'intenses négociations pendant 48 heures selon le chef de la diplomatie américaine avant d'obtenir ce énième cessez-le-feu. Depuis lors, les évacuations des ressortissants étrangers se poursuivent dans le pays. Tuerie de 60 civils et une centaine de rescapés dans l'attaque du village de Karma dimanche 20 avril dernier au nord du Burkina Faso. Les autorités de la transition ont réagi jeudi en condamnant des attaques ignobles et barbares. La CEDEAO de son côté a dénoncé des attaques lâches et barbares et a un acteur de la société civile burkinabé d'estimer qu'un drame d'une telle ampleur aurait pu être évité. Pour rappel, l'attaque du village de Karma
a été menée par des hommes en uniforme militaire qui ont encerclé le village avant de passer à l'acte. Et puis en Afghanistan, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné jeudi le sort réservé aux femmes. C'est lors d'une résolution votée par les 15 membres du Conseil de sécurité, une résolution qui condamne les récentes restrictions imposées aux femmes et aux filles par les talibans à Kaboul, entre autres des vagues de restrictions successives imposées par ces talibans. Plus d'écoles après la 6e pour les filles. Les femmes ne peuvent plus sortir sans un chaperon masculin. Il leur est interdit aussi de travailler pour les organisations humanitaires. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière question, et c'est le président américain, Joe Biden, a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. S'il est réélu, il achèverait son second mandat à l'âge de 86 ans. Décidément, il n'est pas facile de lâcher le pouvoir, n'est-ce pas? Je pense que le virus du pouvoir n'est pas seulement atteint par les Africains. Hein. Non, c'est vrai. Et Donald Trump qui veut revenir, qui veut redevenir président, et Joe Biden, à son âge, et je pense qu'il y a un temps, il faut aller se reposer, faire autre chose. Moi, j'ai été surpris. Il y avait des bruits qui couraient déjà sur les ondes qu'il pouvait se présenter, mais moi, personnellement, je vous dis sincèrement qu'à 82 ans, pour aller à une élection et devenir encore président de la grande puissance mondiale, avec tout ce que ça engendre comme responsabilité, je pense qu'il est temps que les Américains lui disent non, stop, trouvons des jeunes de 50 ans pour alors gagner ces élections et nous amener dans d'autres. Parce qu'à 82 ans, il ne peut plus tenir. C'est la fin de cette émission. Notre invité ce matin, mesdames, messieurs, était Adrien Beliki à côté, le président de la Convergence patriotique panafricaine que je remercie. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie aussi. Auditrices, auditeurs, mesdames et messieurs, je ne cesserai de le dire, votre fidélité nous honore. RVC et Anani Vidilakou se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Au revoir.